Bonjour, bonjour. Alors, je vais vous parler aujourd'hui, non pas d'un livre, mais d'un film. Alors, pourquoi d'un film? Parce que j'ai envie de parler un peu de cinéma quand l'occasion s'y prêtera et quand ce sera intéressant. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est intéressant pour moi parce que je passe simplement parler d'un film qui m'a plu ou qui m'a pas plu, bien que ça va être le cas malgré tout, d'un film qui m'a déplu. mais je veux aussi mettre en lumière certains aspects du cinéma d'aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai choisi un film emblématique que je viens juste de voir, parce que j'ai un peu tardé à le voir. En réalité, je savais qu'en regardant Indiana Jones et le cadran du destin, je savais que je serais évidemment déçu. J'en étais sûr à 95%, si ce n'est pas plus. Mais c'est toujours pareil, on se dit quand même qu'on veut voir jusqu'où le cinéma d'aujourd'hui est capable d'aller, qu'est-ce qu'il est capable de faire, et jusqu'où il est capable de nous attrister, de nous décevoir. En tout cas, moi, c'est mon cas, je sais que je ne suis pas le seul, et concernant cette licence particulièrement mythique même, Indiana Jones, évidemment, je ne suis pas le seul à être déçu. Mais je tiens à en parler pour donner un autre éclairage, pas simplement cinématographique. Je voudrais inscrire le film dans le contexte politique d'aujourd'hui, enfin politique au sens très très large du terme, sociétal, et parler de choses qui déplaisent véritablement dans ce dernier Indiana Jones. Bon, Indiana Jones, évidemment, on ne devrait pas avoir à le présenter, cette série effectivement mythique du cinéma américain des années 80, Les Aventuriers de l'Arche perdue, Le Temple maudit, La dernière croisade, une trilogie extrêmement réussie. Évidemment, elle a marqué son époque, un personnage charismatique, une mise en scène efficace, de la nouveauté en matière de cinéma d'aventure. Voilà, Spielberg avait amené quelque chose de nouveau, aidé par George Lucas à l'époque évidemment. Ils ont amené quelque chose de nouveau au cinéma, en faisant un condensé de personnages qui existaient, qui préexistaient à Indiana Jones bien sûr, mais ils ont amené quelque chose de véritablement épatant, de novateur, et ça n'est pas pour rien que ça a marqué son époque. Donc Les Aventuriers de l'Arche perdue, on commence avec ce héros véritablement charismatique, qu'on n'attend pas, tout en décontraction, en humour, mais un véritable aventurier quand même, l'incarnation malgré tout pour l'époque de l'homme aventureux, et donc on a cette déclinaison dans Le Temple maudit, avec évidemment un ton un petit peu plus décalé, un petit peu plus humoristique, qui a d'ailleurs déplu davantage aux fidèles de la trilogie. Moi, le premier, c'est pas celui que je préfère, même si le film est bon, mais c'est pas celui que je préfère. Et La dernière croisade, là, évidemment, Spielberg a réussi son coup. Il a vraiment fait quelque chose de vraiment bien. Le duo avec Sean Connery marche parfaitement. Tout est parfait, ou presque. En tout cas, c'est vraiment réussi. Pour finalement, des années plus tard, sans doute évidemment bien trop tard, en 2007, je sais plus, 2006 je crois, nous faire Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Bon, ce film qui est un échec incroyable, alors si ce n'est commercial, en tout cas artistique. Véritablement, c'était une arnaque. On a une mise en scène véritablement grotesque, des scènes plutôt qui sont véritablement grotesques. Beaucoup de gens se rappellent encore des pitoyables scènes qui ont été écrites pour l'actrice qui faisait son comeback aux côtés d'Indiana Jones, ce personnage qui était un peu tourné en ridicule, qui a été montré comme une fofolle, la fameuse séquence avec les singes et le fils d'Indiana Jones qui joue à Tarzan dans les lianes avec des singes, les fourmis géantes qui attaquent uniquement les méchants et pas les gentils, enfin... C'est même pas l'histoire d'extraterrestres qui avait gêné particulièrement. Indiana Jones vit des aventures fantastiques, donc pourquoi pas des extraterrestres, mais pas avec la mouture du crâne de cristal, c'était ignoble, le crâne de cristal. Et donc, voilà, là, ils se sont dit que l'argent était quand même bon à faire, Disney est aux commandes. Malgré tout,
Disney qui est partout maintenant. Pour le grand malheur du cinéma, Disney est partout. Et là, ils sont aussi sur Indiana Jones et le cadran de la destinée. Donc rien que l'estampille Disney devrait nous faire freiner des quatre pattes et dire non, non, oh là là, on n'y va pas. D'ailleurs, je ne suis pas allé le voir au cinéma parce que il faut pas exagérer, j'ai attendu que ce soit disponible en Blu-ray. Donc ce Indiana Jones 5 qui arrive des décennies après les films d'origine, qu'est-ce qu'il peut encore valoir aujourd'hui? Est-ce que c'est intéressant de le regarder? Vous avez eu ma réponse déjà dans les premières secondes, mais ce qui avait été intéressant, c'est le développement. Pourquoi? Pourquoi ça n'est pas intéressant? Mais qu'est-ce que ça dit du cinéma d'aujourd'hui? Donc évidemment, ça a été une déception du début à la fin. Ce film est déjà particulièrement trop long. Si ce n'était que ça, le problème. Mais c'est quand même à noter. Les films d'aujourd'hui sont très longs. D'ailleurs, les séries télé s'allongent aussi. Les épisodes de séries télé s'allongent. Les films s'allongent. La plupart des films d'action, d'aventure, ou autres thèmes d'ailleurs, durent 2 heures, 2 heures et demie au minimum. On va jusqu'à 2h45, 3 heures, parfois plus de 3 heures. Là, on est sur 2h35, je crois. J'ai eu peur au début parce que il me semblait que c'était écrit quelque part qu'il faisait 2h45, mais c'est avec la durée du générique. Donc c'est déjà assez long comme ça. 2h35, c'est même beaucoup trop long, je n'en pouvais plus finalement. Et pourtant, c'est pas la longueur d'un film qui m'effraie. Je pourrais encore regarder et regarder et regarder encore Autant n'emporte le vent qui dure plus de 3 heures. Donc ça ne me pose pas de problème. Ou Bénure, ça ne me pose aucun souci, au contraire. Mais là, Indiana Jones 5 avec ses 2h35, c'était déjà un supplice. Cette scène d'introduction, alors je vous préviens tout de suite, il va y avoir du dévoilement. Hein. Le film ne mérite pas du tout qu'on l'épargne. C'est une catastrophe sans nom. Si je devais le noter, je lui mettrais 2 ou 3 sur 10. C'est une catastrophe, donc on n'a pas à épargner ce genre de film. Je pense qu'au contraire, il faut les descendre. Il faut dire la vérité aux gens, en tout cas à ceux qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de voir, dans quel état est le cinéma, et en particulier ce cinéma-là d'aventure. Donc, cette scène d'introduction d'Indiana Jones se veut renouer avec la gloire d'antan. Donc on nous plonge dans les années 40, pendant la guerre contre les nazis, et Indiana Jones, on le retrouve miraculeusement rajeuni. Alors beaucoup de gens ont parlé de ces effets spéciaux de rajeunissement du visage. Bon, je dois dire que j'avais vu des extraits avant, on m'en avait montré. Je dois dire que ça n'est pas si mal réussi que ça. J'ai lu un peu partout que c'était choquant, que ça n'allait pas. C'est vrai qu'il y a certains plans où le visage fait artificiel. Les expressions d'Harrison Ford sont figées. Et effectivement, on se rend compte que quand on a l'œil, que ça n'est pas Harrison Ford de 1981 ou 84. Évidemment, ça ne peut pas être, ou de 89. Ça ne peut pas être Harrison Ford de cette époque. Mais c'est quand même pas mal fait. Disons que ça fait le travail. On en est encore, entre guillemets, qu'au début de ce rajeunissement d'acteur. Il y a déjà un gros progrès par rapport à ce qu'on faisait il y a quelques années. Et c'est quand même pas mal. Je sais qu'il y a un film de Scorsese où De Niro avait été rajeuni, et c'était vraiment raté. Ça doit être Irishman, enfin je ne sais plus exactement le titre. Et toujours est-il que c'était vraiment pas joli. Là, ça passe beaucoup mieux. Il y a des plans où le visage d'Harrison Ford est un peu figé, où effectivement on se rend compte que de temps en temps on perd même... C'est vraiment des fractions de secondes. On perd l'identité d'Harrison Ford quelques instants, mais ça dure vraiment pas longtemps. Globalement, moi, ça va, ça ne me pose pas de problème. Là, je ne suis pas forcément fan de ces utilisations d'effets spéciaux de rajeunissement, parce que globalement, ça va être la porte ouverte à n'importe quoi. Quand les producteurs et les réalisateurs vont être capables de reproduire fidèlement un visage qui a disparu, on va avoir droit à n'importe quel acteur charismatique mort il y a des décennies qu'on va vouloir réinjecter dans un film, ou voire carrément faire un nouveau film à partir de lui. Pourquoi pas? Un jour, on peut voir Marilyn Monroe débarquer dans un nouveau film, des personnages iconiques comme James Dean ou des gens qui sont morts plus récemment. Pourquoi pas? Mais ça pourrait arriver. Donc moi, ça me déplaît plutôt. J'ai pas envie de voir ce genre de cinéma. Après, si c'est utilisé
à dessein pour servir un scénario, que c'est utilisé partiellement, pourquoi pas. Là, dans cette scène d'introduction, on a un lien avec le scénario qui va se dérouler dans la suite du film, donc ça se veut légitime. Ce rajeunissement d'Harrison Ford, il n'est pas choquant d'un point de vue artistique. Donc pourquoi pas. Le problème, c'est qu'on a une longue scène d'intro qui est censée nous rappeler les grandes scènes d'introduction des autres Indiana Jones. On retrouve les codes de l'époque des vieux films. On essaye en tout cas de nous faire passer la pilule dès le début en nous disant regardez, on va faire du fan service, on va vous montrer des petites choses qu'Indiana Jones faisait avant et qu'il fait encore maintenant, et regardez, c'est à peu près les mêmes choses qu'on peut retrouver. Sauf que dès le début, cette scène est très longue, je ne sais plus combien de temps l'introduction du film dure, 20, 25, 30 minutes, je ne m'en souviens pas. Ça m'a paru beaucoup trop long au regard de la durée globale du film. Il fallait écourter ça, c'est trop long. Et dans cette scène d'introduction, il y a toutes les tares, globalement, qu'on va trouver, enfin pas toutes les tares, mais une partie des tares, à mes yeux, qu'on va trouver dans le film après. Cette scène est trop longue, le film sera trop long. Les scènes d'action dans le reste du film seront beaucoup trop longues, épuisantes, au-delà d'être mal ficelées, mal tournées, et d'être là pour occuper l'espace du cinéma, elles n'ont pas d'intérêt. Et c'est un peu ce qui se passe dans la première scène. Je dirais que c'est peut-être la moins pire de tout le film. Le meilleur du film, c'est sans doute cette scène d'introduction, bien qu'elle ne soit pas bonne. Mais c'est sans doute ce qu'il y a de meilleur dans le film. Ça en dit long sur ce que je pense de la médiocrité du reste. Hein. Mais on a vraiment des éléments qui ne vont pas. On a l'impression que Indiana Jones coche des cases, donc il est avec les nazis, parce qu'il faut nous remettre des nazis évidemment. Il a son fameux costume, bien évidemment. Il fait des pirouettes comme il a pu en faire avant. Il est sur un train, ça nous rappelle la scène d'intro de la dernière croisade où le jeune Indiana Jones était sur son train, qui, entre parenthèses, était beaucoup mieux filmé à l'époque de Spielberg, quand il n'y avait pas des ordinateurs partout derrière. Là, le problème de globalement toute cette scène d'introduction, et ce sera le problème du film, c'est que ça sent beaucoup trop les effets spéciaux, les fonds verts. On ne croit pas un seul instant à toutes ces scènes, quand bien même il y a des scènes qui ont été tournées réellement. Mais en fait, ça sonne faux, il y a trop de fonds verts, ça ne va pas. En plus de ça, on a maintenant je me rappelle plus du nom du réalisateur, et ce garçon ne m'intéresse pas, on a des scènes qui sont beaucoup trop poussives. C'est un cinéma d'action poussif. Les scènes sont trop longues. Ce que fait Indiana Jones est too much. Tout est trop. Je peux pas citer tous les exemples, mais voilà, Indiana Jones fait de la moto en sidecar, il a un Allemand à côté de lui, alors déjà il a jailli d'une voiture avant pour sauter sur le sidecar. En amont de ça, il a mis un coup de poing, il a sorti un Allemand d'une voiture et il a laissé le cadavre devant la portière, enfin le corps devant la portière. Personne ne regarde, les gens montent dans la voiture comme si de rien n'était, on nous prend pour un imbécile. Dès le début, il y a une petite séquence au début du film où une bombe tombe dans une tour. Indiana Jones est fait prisonnier, il est pendu par des Allemands. Cette bombe tombe sur le parquet, n'explose pas. Pourquoi pas? Ça peut arriver. Et puis on la voit descendre petit à petit et on voit qu'elle perce tous les planchers successivement. On nous prend pour des idiots. C'est vraiment du cinéma pour nous prendre pour des idiots. Et globalement, tout ce que va faire Indiana Jones dans cette scène d'intro sera de trop. On va avoir un Indiana Jones qui va courir trop vite, sauter trop loin, éviter trop facilement des bombes. Tout ça est extrêmement mal écrit. On a l'impression d'être dans une sorte de cinématique de jeux vidéo de mauvaise qualité, un jeu vidéo d'action qui veut absolument fournir de l'action non-stop pour donner à manger à des gens qui ont besoin de se gaver d'action en permanence sans qu'il y ait de cohérence derrière tout ça. Et d'ailleurs, cette longue scène de train qui commence le film se termine par de l'incohérence globalement comme elle a commencé. Un nazi est sur le toit du train, Indiana Jones s'est battu avec avant, et puis il le retrouve sur le toit du train. Le nazi a une arme, un pistolet à la ceinture, et qu'est-ce qu'il préfère? Il préfère attaquer Indiana Jones avec un bout de lance ancienne. C'est grotesque.
Ça n'a aucun sens, aucun sens. On a ensuite un autre personnage qui surgit pour récupérer une relique, le fameux cadran de la destinée dont Indiana Jones s'est emparé. Donc un nazi de plus qui surgit sur le train et qui veut récupérer le cadran. Indiana Jones lui lance quelque chose, il le rattrape et ce nazi se prend une barre en métal en plein visage. Il est expulsé du train. Ce même personnage qui va revenir intact 30 ans plus tard. Enfin, ça n'a strictement aucun sens. On nous prend pour des imbéciles dès le début. Ça, c'est une chose. On nous prend pour des imbéciles dans le cinéma d'action d'aujourd'hui. C'est triste. Il y a un déclin de l'écriture scénaristique. On a l'impression que beaucoup de gens sont habitués à ce cinéma d'action incohérent. Ce qui ne les dérange pas, c'est ça qui est dramatique, c'est que globalement, beaucoup de ces films, comme tous les films de super-héros, Marvel, les Avengers, tout ça, sont complètement incohérents, mais finalement les gens entretiennent ce cinéma puisque ils vont voir les films et que ce sont des succès au box-office. Alors Indiana Jones, j'ai pas vérifié, mais enfin pas dernièrement, mais je crois pas que ce soit un énorme succès au box-office. C'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. J'aurais préféré que ce soit un véritable échec commercial, que ça fasse une leçon à Disney. Maintenant, je sais même pas s'ils en tireraient des leçons en réalité, parce que ce que je vais dire après est encore pire. Donc d'un point de vue scénaristique, d'un point de vue mise en scène, ça ne va pas. Tout le film sera égrené comme ça de scènes d'action qui viennent entrecouper le scénario, et elles sont sans intérêt, elles sont incohérentes, encore une fois, elles sont poussées beaucoup trop loin pour être crédibles. Indiana Jones qui va faire du cheval dans le métro, des poursuites en tuk-tuk à Tanger, mal filmées, totalement irréalistes et surtout beaucoup trop longues. Donc tout ça est trop long, et en plus tout ça est sans enjeu parce que on développe pas d'empathie pour les personnages alentours, et on a l'impression que le film est une succession de tableaux, de mini-aventures entrecoupées de l'arrivée d'un nazi et d'une sorte de course-poursuite jusqu'à la fin. Ça n'a pas d'intérêt. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut vraiment remarquer dans ce film. Alors pour moi, la déception, elle est artistique, je le disais, elle est scénaristique, elle est sur la mise en scène. Au passage, même les musiques de John Williams, parfois tombent un peu à plat. On a l'impression qu'elles n'arrivent pas au bon moment. Alors, c'est pas toujours le cas, mais on a cette sensation. Donc, il n'y a pas grand-chose qui va là-dedans. Même le scénario lui-même, déjà, n'est pas forcément passionnant, mais tout ce qui va avec est encore moins enthousiasmant. Mais il y a quelque chose d'encore plus dramatique que je voudrais aborder maintenant. Le drame, en fait, c'est ce qu'on a fait du personnage d'Indiana Jones. Il ne faut pas oublier d'où on part. On part d'un personnage extrêmement charismatique, l'emblème de l'homme aventurier des années 80, décontracté, cool, qui est capable de surmonter toutes les mésaventures, toutes les aventures, de relever tous les défis, et qui s'en sort parfaitement, et effectivement qui est le héros parfait des années 80, en réalité. Et il est accompagné souvent d'une femme d'ailleurs, pas de problème, c'est très bien. Et le rôle principal, malgré tout, ça reste le personnage d'Indiana Jones. Dans ce nouveau film, il faut le lire à la lecture de la société de 2023 quand il est sorti. Ça n'est pas anodin si le personnage qu'on a collé à Indiana Jones pour l'accompagner dans son aventure est donc sa filleule ou sa nièce, je sais plus, non, sa filleule, et donc cette femme vient faire de l'ombre ouvertement au personnage d'Indiana Jones, qui n'avait déjà pas besoin de ça. Parce que le pauvre Indiana Jones, quand on le sort de sa scène d'introduction où il est encore ce qu'il était avant, la gloire d'antan est présente à l'écran, on essaie de nous la montrer. Un Indiana Jones virevoltant qui est au mieux de sa forme. Dès qu'on prend le raccord avec l'année 1969, eh bien on se retrouve avec un Harrison Ford vieux, évidemment, l'homme a 80 ans ou pas loin, donc il est fatigué, évidemment, la différence saute d'autant plus aux yeux. On a vu Indiana Jones ressuscité, rajeuni avec l'informatique, et on se retrouve avec un Indiana Jones vieux,
pas vieilli particulièrement, vieux comme il l'est aujourd'hui, comme est Harrison Ford aujourd'hui. Et donc c'est d'autant plus marquant. Et on a ce personnage qui est montré immédiatement comme un vieux grincheux, dans son petit appartement, voire studio un peu miteux. La gloire est passée. Elle s'est envolée. Indiana Jones, dès les premières minutes du Indiana Jones de 80 ans, même s'il n'est pas censé avoir 80 ans dans le film, hein, il est plutôt censé avoir 60-70, mais on voit que Harrison Ford est trop vieux pour le rôle, malheureusement, parce qu'il incarne un professeur qui prend sa retraite. Il prend sa retraite immédiatement au début du film. On voit bien qu'il est beaucoup trop vieux, ça se voit physiquement, ça ne va pas. Et donc, on amplifie ce phénomène en le ringardisant, en faisant un professeur, voilà, un peu raté finalement. On apprend qu'il est un peu tout seul dans la vie, il a plus de femme, il a plus de fils, on va le savoir après. Et il est un peu ringard en fait. Bougon et ringard. On croirait que c'est une caricature de Bougon qu'on a voulu mettre en scène. Et on lui colle une jeune femme. La trentaine, ou je ne sais pas quel âge elle a exactement, 25-30 ans à peu près, qui est dynamique, explosive, aventureuse, et elle nous le dit elle-même dans une réplique plus loin dans le film, elle est libre, elle s'assume, elle réussit, elle plaît aux hommes, mais elle a besoin de personne. Donc voilà, là, je pense que on a déjà compris, en fait. On a déjà compris où je voulais en venir. Le problème d'Indiana Jones, et le cadran de la destinée, ça n'est pas que sa mise en scène et la médiocrité du scénario, c'est le wokisme. Le wokisme qui vient rajouter une couche par-dessus, qui vient se poser sur ce film et qui met sa vilaine patte sur Indiana Jones pour le salir, pour le détruire et pour montrer combien son temps est dépassé. Et évidemment, la présence de cette femme, d'ailleurs moi, elle ne m'a pas emballé, hein, cette actrice. Hein. Autant l'actrice des Aventuriers de l'Arche perdue est très bien, l'actrice avec son côté un peu décalé et fofolle du Temple maudit est sympathique aussi. L'actrice de la dernière croisade qui a moins d'importance mais qui est un peu plus froide comme ça est vraiment bien. Là, cette actrice-là ne m'a pas emballé. J'en ai causé avec d'autres personnes qui étaient d'accord avec moi. Elle est un peu, je la trouve un peu insipide. C'est sans doute aussi son rôle hein, qui veut ça. Mais ça ne m'a pas emporté. Et en plus de ça, les considérations wokistes qui viennent s'ajouter sur ce film ne peuvent pas emporter mon suffrage, c'est sûr. Donc pourquoi wokisme? Eh bien, comme je vous l'ai évoqué là, parce que cette femme est montrée comme la femme libre d'aujourd'hui, elle n'a besoin de personne. N'oubliez pas qu'on est en 1969 dans le film. Alors, il y a de l'anachronisme dans tout ça. En plus de faire du wokisme, ils font du wokisme anachronique. Parce qu'on a beau être en 69 avec un début de contre-culture américaine, malgré tout, l'homme blanc de l'époque, le vieux mâle blanc de l'époque, il est très vieux, Indiana Jones, mais encore une fois, il est censé avoir la soixantaine dans le film, après avoir été le grand professeur qu'il était, ne serait pas ringardisé comme il l'est dans le film. Et cette femme ne serait pas aussi libre qu'elle l'est non plus. En tout cas, pas autant qu'on veut nous le montrer. Tout ça est anachronique. Il y a d'autres anachronismes dans ce film. Mais ce personnage, pour moi, l'est véritablement. Et cette femme qui va suivre Indiana Jones, finalement, tout au long des aventures du film, n'aura de cesse de le rabaisser aux yeux du public, de montrer qu'elle fait tout aussi bien que lui, sinon mieux que lui. Je dis mieux que lui parce que à plusieurs reprises dans le film, elle est en avance sur Indiana Jones. Donc elle est avant lui à Tanger, elle décrypte des messages avant lui. Donc on voit bien la teneur du propos. On veut nous montrer que cette femme n'a pas besoin d'Indiana Jones, elle l'a embarqué avec lui finalement, parce que c'est un prétexte scénaristique, rien de plus. On aurait pu nous faire mourir Indiana Jones dans la scène d'introduction et nous dire, voilà, c'est sa filleule qui prend la suite. Et on a Indiana Jones au féminin. Ça aurait été normal, il n'y aurait pas eu de problématique de compréhension. On se serait dit, ah bah oui, voilà, on veut renouveler la licence. Là, on nous traîne un Indiana Jones
qui n'est plus au mieux de sa forme, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, le personnage lui-même est un peu rongé par son passé. Il a perdu son fils probablement au Vietnam. Sa première compagne, celle des aventuriers de l'âge perdu, l'a laissé tomber, ne veut plus entendre parler de lui. Visiblement, c'est comme ça qu'on nous dépeint la vie du personnage, une vie morne qui n'a plus de sens. Alors, peut-être part-il un peu dans une aventure pour goûter un peu au sel des grandes aventures qu'il a vécues dans sa vie, mais scénaristiquement, ça ne tient pas beaucoup. Donc, la confrontation des deux personnages est vraiment là pour nous montrer qu'Indiana Jones n'a plus sa place. Trop vieux, alors de temps en temps il a quelques coups d'éclat dans le film, heureusement. Heureusement, c'est quand même Indiana Jones, mais rien de plus, quelques coups d'éclat. Et donc, cette présence de personnages féminins, pour moi, ça incarne vraiment le wokisme d'aujourd'hui, le besoin d'imposer presque partout des personnages féminins extrêmement forts, plus forts que ce qu'ils ne le seraient globalement, majoritairement, dans la vie réelle. Il y a toujours des exceptions, mais majoritairement dans la vie réelle, il n'aurait pas cette force qu'on nous montre avec ce personnage de sa filleule. Et il y a d'autres traces de wokisme dans ce film. Évidemment, le film paye son tribut à la diversité, comme on dit. On est en 1969, la date est importante, et on nous colle dès le début une agent de la CIA, une actrice noire qui incarne cet agent de la CIA. Finalement, d'ailleurs, son rôle n'a aucun intérêt. On ne comprend pas trop ce que vient faire la CIA là-dedans. La CIA travaille avec des nazis, mais elle ne sait pas qu'ils sont anciennement nazis, à quel point la CIA est vraiment neuneux, parce que... Enfin, ça, ce sont les horreurs scénaristiques de ce film. Mais cette femme arrive comme un agent de la CIA important. C'est une noire. Bon, moi, j'aimerais bien qu'on me prouve qu'en 1969, aux États-Unis, peu de temps après la fin des lois contre la ségrégation, il y avait déjà des agents de la CIA qui avaient cette importance. Je pense que ça n'existait pas. Je peux me tromper, mais je pense que ça n'existait pas. Et quand bien même il y aurait eu un agent, ou un homme ou une femme, alors plus probablement un homme, agent à la CIA à cette époque, évidemment qu'on comprend la mécanique qu'on veut mettre en place ici. On veut tout de même faire du wokisme. On veut montrer un personnage issu de la diversité parce que c'est dans l'air du temps. Donc en réalité, peu importe. Comme par hasard, s'il y en avait eu un à l'époque, on nous l'aurait sorti du chapeau pour nous le montrer précisément dans les aventures d'Indiana Jones. Donc ça ne tient pas. D'autant plus que Indiana Jones lui-même, quand il est dans son école et qu'il quitte son école pour son pot de départ, il est lui-même entouré de professeurs noirs. Et là c'est pareil, on se dit non, on n'y croit pas non plus. Donc on paye ce tribut-là à la diversité. Si ça avait un intérêt réel, ok. Après, le film va se passer à Tanger. Il va y avoir de la diversité. Pourquoi en injecter encore davantage? Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est très curieux, mais c'est l'obsession des Américains, de Disney en particulier, de rendre ces films woke le plus possible. Le wokisme ne s'arrêtera pas là. Le personnage de la filleule est accompagné d'un jeune garçon. Alors il me semble, mais je me trompe peut-être, mais je crois pas, que cet acteur est français. Donc c'est un ado qui doit avoir 12 ans, 13 ans, 14 ans, je sais pas quel âge il a, entre 12 et 14 ans, je dirais voilà, 12-13 ans. Et en fait, il est donc censé jouer le rôle d'un Marocain. Sa filleule le retrouve à Tanger, elle le connaît, on comprend tout de suite qu'elle le connaît. Ils sont complices, ils forment un duo ensemble. Et d'ailleurs, c'est très curieux parce que ce garçon n'est pas marocain. Je ne sais pas ce qu'il est, mais il n'est pas marocain. Donc en plus, ça choque un petit peu l'œil. On se dit, mais c'est bizarre, pourquoi ils n'ont pas pris un marocain? Enfin bon, je peux me tromper, je n'ai pas vérifié. Il m'apparaît pas comme un marocain. Admettons que je me trompe. Mais bon, j'ai pas l'impression. Et finalement, donc ce garçon qui accompagne la filleule d'Indiana Jones, lui aussi ne va avoir de cesse que finalement de ringardiser le personnage d'Indiana Jones, de le ridiculiser un peu, de se moquer de lui. Il se moque de son âge, il se moque un peu de ses compétences, il est content de s'en débarrasser à plusieurs reprises pendant des courses-poursuites, et il est content finalement d'être avec cette jeune femme qui l'accompagne partout. On comprend qu'il l'accompagne partout. Alors, on saisit sans doute, encore une fois,
que Disney a voulu faire du fanservice. Ils ont voulu reprendre ce personnage de jeune asiatique qu'il y a dans le Temple Maudit et qui suit Indiana Jones également partout. Sauf qu'il y a une différence incroyable et qui ne peut que sauter aux yeux. Dans le Temple Maudit, le personnage qui suit ce jeune garçon qui suit Indiana Jones, il adore Indiana Jones, il l'adule, c'est son dieu, il l'admire et il le suit parce qu'il l'admire. Donc on a presque un phénomène de filiation parce qu'il y a de l'admiration. Le personnage qui vient suivre ce jeune ado, qui vient suivre la filleule d'Indiana Jones, il ne l'admire pas. Là je parle du personnage féminin. Il n'a pas forcément d'admiration pour elle, ça n'est pas montré, c'est un personnage extrêmement plat, il a presque pas d'émotion, on ne comprend pas pourquoi il est là, à part pour dézinguer Indiana Jones, et pour montrer une nouvelle fois de la diversité. Donc on a ce jeune garçon qui est là tout au long du film, pour lequel on ne s'inquiète pas une seule seconde, parce qu'on se doute bien que jamais les scénaristes ne lui feront le moindre mal, donc on n'a aucune inquiétude pour lui, et il est là, lui aussi, pour participer à la déconstruction du film. Je vais accélérer le temps parce que évidemment ça n'a aucun intérêt de décoder toutes les toutes les scènes du film qui sont vraiment grotesques ou cousues de fil blanc, ou des facilités scénaristiques où un personnage se trouve à un endroit et comme par hasard un autre personnage sur lequel il doit tomber arrive pile poil au même endroit. Ça arrive à plein de reprises dans ce film. C'est insupportable, ce genre d'écriture scénaristique. On a vraiment l'impression d'avoir un jeu vidéo bâclé, mais rien de plus. Et donc, pour aller plus loin dans le film et se rapprocher de la fin, et toujours parler des problèmes de wokisme, c'est qu'effectivement on comprend que le film a été montré et monté pour dézinguer en partie le personnage d'Indiana Jones, à tel point que, je suis désolé, hein, c'est du spoil, si quelqu'un veut le voir, il ne veut pas connaître la fin, arrêtez tout de suite, mais à la fin d'Indiana Jones et du Cadran de la Destinée, les protagonistes se retrouvent dans le passé, à l'époque d'Archimède, pendant une bataille contre des Romains, et Indiana Jones décide de rester. Il ne veut pas repartir dans son présent, il veut rester dans le passé. On sent qu'il a un peu dépité, puis on sent aussi, finalement, il le dit, je crois que il a étudié ça toute sa vie, que ça l'a passionné toute sa vie, que là il vit un moment d'histoire et il veut y rester. Et finalement, sa filleule, qui a détesté Indiana Jones tout au long du film, pratiquement, en se moquant de lui, en le trompant. Elle le trompe à plusieurs reprises parce qu'elle veut voler l'artefact, le cadran de la destinée, pour simplement de l'argent. D'ailleurs, entre parenthèses, on se demande comment ce personnage a été construit. Elle est censée être la fille d'un archéologue de renom, un archéologue passionné. Et elle, la seule chose qui l'intéresse, après avoir fait des études d'archéologie, parce qu'elle nous dit qu'elle est diplômée, la seule chose qui l'intéresse, c'est de voler des objets pour de l'argent. Ça n'a, d'un point de vue construction de personnage, la caractérisation est très mauvaise. Ça n'a aucun sens. Fermons cette parenthèse. Donc Indiana Jones veut rester dans le passé, et cette femme décide simplement de lui mettre un coup de poing, ce qui coupe court à toute décision. Donc Indiana Jones tombe, KO, on a une ellipse, et il se réveille à nouveau dans son petit appartement dans le présent, donc en 1969. Donc là, on a encore un petit coup d'aiguille de wokisme. C'est-à-dire qu'Indiana Jones est devenu inutile, c'est un vieux mâle blanc qui n'est plus capable de décider de son destin, donc finalement, c'est sa filleule qui décide pour lui. Pourquoi? Parce que ce sont les femmes fortes qui décident. Les femmes fortes décident, les aventuriers ne doivent plus décider. Voilà la morale globalement de Disney. Et si on voulait pousser encore plus loin cette morale wokiste, à la fin du film, cette jeune femme, la filleule, a ramené avec elle aux États-Unis le jeune garçon marocain, et on comprend qu'il y a un rapport mère-fils qui s'instaure. Finalement, elle est avec lui. Et oui, évidemment, pourquoi une femme libre qui s'assume, qui est une aventurière voleuse, aurait besoin d'un homme pour faire un foyer, aurait besoin d'un homme pour avoir un enfant, puisqu'elle a déjà un enfant qu'elle a choisi, et quoi de mieux de le choisir issu de la diversité pour entériner la patte wokiste jusqu'au bout.
Voilà comment je lis ce film après l'avoir regardé attentivement, hein. Je voulais quand même qu'il en ressorte quelque chose. Déception gigantesque d'un point de vue scénario, évidemment. Déception d'un point de vue mise en scène, ça m'a laissé totalement indifférent. Ces scènes d'action beaucoup trop longues, beaucoup trop poussives. C'est une habitude dans le cinéma américain d'aujourd'hui, mais c'est pas parce que c'est une habitude que c'est une bonne habitude. C'est une catastrophe. C'est pas parce qu'on peut faire tout et n'importe quoi dans une mise en scène qu'on doit le faire absolument. Et là, c'est exactement ce qu'on nous montre globalement pendant 2 heures et demie. Et évidemment, déception parce que voilà, encore un film qui subit des attaques woke. Et finalement, tout ça passe sur une licence extrêmement connue, un mythe qu'on détruit, qu'on modernise en disant bon bah voilà, il faut bien mettre dans la tête des gens qu'Indiana Jones maintenant c'est ça. Et tout ça est véritablement désolant. La seule chose qu'on puisse espérer, c'est qu'il n'y en aura plus. Alors, Harrison Ford est très vieux. Franchement, à part pour l'argent, je vois pas pourquoi il va encore faire pourquoi il est allé dans ce film. Évidemment que c'est sans doute pour l'argent. Peut-être que lui moi je connais pas la personnalité d'Indiana Jones. Peut-être que comme énormément d'acteurs américains, il est un peu woke compatible et que finalement il trouve pas ça anormal. Il trouve même peut-être ça très bien ce qu'on lui propose comme scénario. Il y a sûrement une part financière évidemment. Mais aller se corrompre dans une fin de carrière dans des films comme ça n'est pas rendre honneur à la carrière qu'il a eue auparavant. Donc voilà pour Indiana Jones et le cadran de la destinée, une déception de plus, un film woke de plus, un film à éviter, regardez-le si vous voulez vous faire une idée. Franchement, si on a aimé la trilogie des années 80, on ne peut que simplement détester ce cinéma d'aujourd'hui, ce film, mais ce cinéma d'aujourd'hui, avec des codes qu'on retrouve systématiquement dans énormément de productions. Voilà, c'en est fini pour Indiana Jones et le cadran de la destinée. À bientôt pour une prochaine chronique.